Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Comment décarboner l'agriculture, justement? On va pouvoir en parler avec Delphine Gay. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein de Yara et vous défendez Les engrais décarbonés. Bon. Juste à ma droite, Michel Canévé. Bonjour. Vous êtes sénateur du Finistère. Oui, la Bretagne est une grande région agricole. Et il y a décarboné aussi là-bas. Bien sûr, il y a beaucoup à faire. À vos côtés, Christophe Grison, à Divalor notamment, mais pas seulement. Bonjour Jean-Paul, oui, agriculteur déjà, céréalier et maraîcher, et donc président de effectivement l'organisation Adivalor qui recycle l'ensemble des plastiques agricoles. Et président d'une coopérative qui s'appelle La coopérative Val-France. Voilà. Alors, comment décarboner l'agriculture? Alors, on va s'adresser à vous, monsieur le sénateur, tout d'abord. Vous vous dites, je crois, il faut libérer l'énergie parce qu'on complexifie tout et il faut simplifier. Oui, effectivement, il y a dans le domaine agricole et agroalimentaire des ressources absolument extraordinaires et il convient de les utiliser. On sait en particulier que nous manquons de gaz dans notre pays. Eh bien, il faut qu'on puisse produire du gaz vert. Il y a déjà beaucoup d'installations qui sont en place, mais je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus ambitieux. Et pour cela, il ne faut pas qu'on fasse comme pour les éoliennes, où on voit qu'il faut parfois 10 à 15 ans pour concrétiser un projet. Non, il faut qu'on aille plus vite. Vous savez même que pour brancher l'agrivoltaïsme, on va jusqu'à 8 années parce qu'Enedis n'a pas assez embauché de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les délais de raccordement vont entre des fois jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8 ans. Donc il y a des vrais problèmes par rapport aux enjeux et à ce que l'on souhaite faire. Vous vous dites aujourd'hui, la méthanisation, c'est une bonne façon de décarboner, de rendre les fermes productrices d'énergie. Ben oui, tout simplement parce que nous avons en Bretagne en particulier le problème des déjections animales qui font peur à beaucoup et on a là la manière de les valoriser. Les valoriser pour produire à la fois bien sûr de l'énergie mais aussi du digestat, donc un engrais qui peut être utilisé après pour amender les champs. Et je crois que c'est un cercle vertueux que de se dire, eh bien, si l'on peut faire tout cela dans le cycle, c'est parfait, on respecte l'environnement, on produit de l'énergie et on produit de l'alimentation pour les Français. Donc on a ce qu'il faut, sauf que on va pas assez vite. On manque d'ambition. Oui, on manque d'ambition, je crois, parce qu'on voit bien que l'on pourrait aller beaucoup plus vite. On s'est fixé des objectifs ambitieux en la matière et puis on a toujours un tas de procédures administratives qui empêchent les projets de se concrétiser. Donc on a pu, sur les énergies renouvelables, prendre des dispositions pour accélérer la mise en œuvre des projets. Cela est le cas aussi sur le nucléaire actuellement. Donc il faut que sur l'ensemble du process, on puisse le faire, et y compris pour ce qui concerne la méthanisation et autres formes d'installation photovoltaïque ou de production d'énergie. On a sauvé le nucléaire, ou on n'était pas loin du gouffre quand même. Bon, on va dire qu'on a sauvé le nucléaire, mais le fait que les grandes écoles font qu'en France, on mise tout sur l'électrique, peut être un frein pour la méthanisation. Oui, mais on a bien vu dans l'épisode que l'on connaît là maintenant qu'on ne peut s'appuyer uniquement sur l'électrique. On voit bien aussi que les enjeux liés à l'utilisation de l'électrique sont importants puisqu'on dit qu'en 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques dans notre pays. C'est d'ailleurs une ambition, il faudra voir si on peut l'atteindre. Mais ça veut dire qu'il faudra produire de l'énergie électrique. Eh bien, à d'autres usages, dédions par exemple le gaz, puisque nous avons un réseau qui irrigue l'ensemble du territoire national. Donc utilisons-le parce qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur une forme d'énergie. Et pourquoi on manque d'ambition? On manque d'ambition parce qu'on ne met pas les moyens, parce que quand il y a l'intention politique qui est affirmée, il y a souvent de nombreux freins administratifs. Il faut les lever petit à petit et tout ça, c'est une épreuve dans un pays hyper concentré. Mais c'est vous qui faites la loi. Oui, nous faisons la loi et nous affichons des ambitions. Mais le problème, c'est la manière dont on met en œuvre la loi. Et on s'aperçoit que souvent, les décrets même freinent, les décrets d'application de la loi freinent la mise en œuvre de la loi. Ça veut dire que l'administration est encore rétive à pouvoir concrétiser rapidement un certain nombre de projets. Et je crois que vous dites qu'il faudrait accélérer comme on a accéléré sur les énergies renouvelables. Dans le fait de faire la loi, on a été capable, malheureusement à cause du conflit ukrainien, de faire passer une loi d'accélération sur les énergies renouvelables. Vous dites qu'il faut le faire sur tout.
Oui, il faut le faire surtout. Tout à l'heure, j'évoquais avec les pisciculteurs 45 000 tonnes de poissons élevés dans nos rivières en France, pas une installation depuis 30 ans. Et les pires difficultés à renouveler les exploitations. Or, il est important parce qu'on a besoin de manger du poisson. On a, à côté de l'alimentation produite par les agriculteurs, on a aussi besoin de produits marins. Eh bien, on voit que les producteurs ont du mal. On ne va quand même pas rester s'approvisionner à l'étranger, c'est pas possible. Il faut accélérer aussi sur la décarbonation des engrais, non? Oui, mais pour faire le lien avec ce que vous dites, il y a un chiffre qui me terrifie. Il y a 40 ans, on fournissait et on produisait en France 70% des besoins en engrais, en nutrition des plantes. 40 ans après, on produit maintenant que 30%. Donc c'est vrai que c'est un vrai souci, c'est-à-dire il faut qu'on continue à avoir une souveraineté dans nos moyens de production. Mais pour revenir sur le sujet de la décarbonation, nos entreprises ont investi depuis des années dans des axes de recherche et chez Yara, on est heureux d'annoncer que nous allons commercier les premiers engrais décarbonés en 2023. Malheureusement, ça ne se passera pas tout de suite en France, c'est dans les pays scandinaves. En France, on a besoin d'avoir une accélération de l'électrification de nos sites. Je l'explique. Pour produire les engrais minéraux azotés décarbonés, on va remplacer l'hydrogène qui vient aujourd'hui du gaz, du méthane, CH4, par de l'hydrogène qui provient de l'eau, H2O. Donc, quand vous prenez l'hydrogène du gaz, il reste quoi? Le CO2. Quand on prendra l'hydrogène de l'eau, il restera de l'oxygène. Mais pour ça, on a besoin d'énormément d'énergie. C'est une très vieille technologie qui date du début 1905-1908 qu'on va remettre au goût du jour grâce à cette accélération sur les énergies renouvelables. Parce que nos usines telles que les nôtres, on a besoin d'énergie, on continue. On fonctionne 24 heures sur 24. Pour vous donner un peu une idée, le gaz, aujourd'hui, c'est 90% du coût de la production de nos engrais minéraux azotés. Parce que c'est de l'azote de l'air et de l'hydrogène. Donc on a besoin d'électrolyseurs rapidement en France, on a besoin d'hydrogène vert. Dans un premier temps, on sait que ça va être de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire qu'on va capter le CO2 et le stocker. Donc on a des belles dynamiques aujourd'hui, notamment sur le port du Havre, avec des acteurs tels que Total pour pouvoir, voilà, et d'autres partenaires. Donc cette décarbonation est possible en France si on dispose, encore une fois, d'énergie renouvelable à un coût abordable, parce que derrière, n'oublions pas que nous sommes une filière. Nous sommes un moyen de production pour Christophe qui est ici, mais Christophe derrière doit vendre ses productions. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'impact de ces engrais décarbonés, par exemple, sur une baguette de pain? La question est posée. La question est posée. Si Christophe Grison, ici présent, demain, utilisait des engrais décarbonés pour faire sa production de blé, il réduirait l'empreinte carbone de son blé de 20%. Et au niveau de la baguette, c'est 12%. C'est-à-dire que demain, les consommateurs français pourront consommer un blé avec une empreinte carbone réduite de 12%. Je trouve que c'est quand même... C'est un gain, on le sait très bien, les engrais, c'était quand même la bête noire au niveau de la production de gaz à effet de serre, parce que pour produire ces engrais, on a besoin de produire de l'ammoniac. Mais voilà, demain, ça y est, les technologies sont là et on va pouvoir atteindre ces objectifs. Mais Christophe, je connais, il est agriculteur, dans sa tête, là, il se dit, non mais ça a coûté une blinde, ces engrais, non? Alors... En ce moment, on est un peu habitué à ce que ça coûte une blinde. Voilà, vous êtes habitué à ce que ça augmente, là ça baisse un peu. Le gaz, c'est 90% du coût de production. Donc c'est vrai qu'on a eu un vrai souci. Aujourd'hui, on s'approvisionne avec du gaz ailleurs. Les prix ont considérablement chuté. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un coût. Pour donner un peu une échelle, les engrais classiques aujourd'hui, pour ne pas les citer, par exemple les ammonitrates au dosage, on va mettre sur une échelle de 0 à 10, se situe à 3. Issus du captage de carbone, donc des engrais décarbonés par captage de carbone, on arrive à 7. Et par l'utilisation d'énergie renouvelable et d'électrolyse de l'eau pour récupérer l'hydrogène, on arrive à 10. Voilà, aujourd'hui. Mais on voit que ça s'accélère. À quel prix et quand? À quel prix et quand? Donc les prix, j'aurai une idée plus précise au mois de septembre, parce que là on commercialise avec la coopérative que Christophe connaît, Landmannen, en Suède. Donc on aura vraiment une réalité de terrain, parce que j'ai donné une échelle de 0 à 10. Quand on espère très rapidement en 2024 pouvoir commercialiser ces engrais décarbonés en France, bien évidemment. Merci. Christophe, décarboné, c'est aussi recyclé.
Alors effectivement, le recyclage permet de décarboner, et notamment la filière Adivalor, donc, qui a été mise en place par la profession agricole il y a 20 ans, permet de recycler. Les derniers chiffres de l'année dernière, c'est 93 000 tonnes de plastique qui ont été collectées et recyclées à 80%. C'est beaucoup, mais en pourcentage. Ah ben, c'est 93 000 tonnes sur 116 000 tonnes de gisement, j'ai pas le pourcentage, mais c'est pas si mal. Sachant que, alors je sais bien que des fois au niveau agricole, on me dit faut pas dire ça, mais je vais quand même le dire, parce que moi j'ai pas mal la langue dans ma poche, c'est que quand tu vas mettre tes déchets dans la poubelle jaune, ben ça va être recyclé qu'entre 30 à 35%. Voilà. Et donc, en effet, et nous, quand on est recyclé à 80%, ben, on peut être fier au niveau national et français d'avoir ce chiffre-là. Et c'est une exception européenne. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin, ou qu'est-ce qui freine? Ah ben, tout à l'heure, on vient de signer un accord cadre avec les éleveurs, et donc on a un gisement de 10 000 tonnes de plastique, de sacs, notamment en région Bretagne. Hein. Toute la filière animale a signé ce matin une convention justement pour recycler tous les plastiques agricoles. Et il y a 15 jours, on a signé aussi un partenariat avec les pépiniéristes professionnels pour recycler tous les pots. Voilà, donc on prend de nouveaux dossiers régulièrement pour augmenter le tonnage recyclé. Qu'est-ce qui freine? À ce qui freine, peut-être un peu de formation, mais quoique maintenant, c'est plus ça la formation. C'est que l'agriculteur chez lui doit avoir déjà le sol trié chez lui. Et donc un éleveur, c'est parfois un peu plus complexe parce que déjà, il se lève tôt le matin, il doit trier ses ficelles, ses films, ses filets, ses bidons. Donc voilà, il faut déjà qu'il fasse du temps à trier. Et parfois, avec le manque de main-d'œuvre, ils n'ont pas forcément le temps de tout faire bien comme il faut. Et donc quand la SACH arrive chez Adivalor après la coopérative ou au négoce, et ben, s'il y a un mélange de composants dedans, on ne peut pas le recycler. Par exemple, un big bag d'engrais, s'il est mélangé avec des bidons vides de produits phytosanitaires ou d'hygiène on ne peut pas le recycler. Voilà, c'est plutôt ça. Faire un effort de tri à la ferme. Et les Bretons, ils sont bons? Ah, les Bretons, c'est pas parce que monsieur est là, monsieur le sénateur, mais ils sont, ils sont vraiment bons. On a des régions où effectivement il y a des scores qui sont moins bons parce que souvent les centres de collecte et de tri sont assez loin des fermes. Voilà, dans les zones un peu plus rurales. Mais comme il y a une concentration assez élevée en Bretagne, on leur reproche de temps en temps, et bien du coup on collecte quasiment 100% chez les Bretons. Alors justement, pour parler recyclage, on a une deuxième approche qui est la récupération de tout l'azote, la potasse, le phosphore issus de nos déchets alimentaires. On a aujourd'hui un essai avec la ville de Londres, en Italie également. On va développer le projet en France. Et l'idée, c'est de récupérer toute cette nutrition qui est perdue aujourd'hui pour la recycler. Donc l'objectif, c'est d'associer, de créer en fait ce qu'on commercialise. Ce sont des engrais organo-minéraux biosourcés. Et justement issus de ce recyclage. Mais je pense qu'il faut qu'on passe à une deuxième étape, en France en tout cas, d'apprendre à recycler tous ces biodéchets. Alors je sais qu'il va y avoir de la compétition, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes des aliments importants qu'on peut recycler, réutiliser et à côté de la maison, dans le champ d'à côté. Donc ça, c'est aussi un bel avenir. Et on parle de quoi? Des urines là? On parle des eaux de vaisselle? On parle de quoi? On parle, oui, les urines sont en projet, mais surtout tous les déchets alimentaires de nos assiettes, simplement, des cantines. Donc on va commencer beaucoup avec les collectivités, mais c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que on va essayer on ne sait pas qu'on va essayer, c'est qu'on est vers le mieux d'engrais. Il y a les outils d'aide à la décision, il y a cette décarbonation, mais il y a aussi comment ne pas perdre ces aliments qui sont jetés aujourd'hui dans nos poubelles. Tout à fait. Monsieur le sénateur, on arrive au terme de cette émission, ou presque. J'ai une question à vous poser. Vous savez qu'en Bretagne, on a un élevage important, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous avez vu qu'aux Pays-Bas, le gouvernement, pour respecter les directives européennes, a décidé d'inciter les éleveurs à arrêter de produire. Ça a été très mal perçu en France, hein. Mais en Bretagne, on a fait quelques interviews, on nous dit attention, Bruxelles nous rappelle à l'ordre sur la Bretagne. Comment vous vous positionnez par rapport à ce débat? Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, la production en Bretagne, l'élevage est en recul, en diminution. 300 000 porcs en moins, tout simplement parce qu'un certain nombre d'exploitations ont arrêté parce que les prix n'étaient pas suffisamment rémunérateurs. C'est le même cas sur le lait. Donc là, on n'a pas besoin de plan de cessation d'activité. Au contraire, on a besoin d'encourager un certain nombre de jeunes à reprendre les exploitations. Donc c'est tout l'enjeu, effectivement, d'un travail à mener que mènent notamment les chambres régionales d'agriculture de Bretagne et des départementales. Et vous avez l'impression que le modèle évolue? Oui, le modèle évolue. D'abord,
il y a de plus en plus d'installations sur des modes de production différents, en bio par exemple, et dans différentes productions différentes, comme le lin, la production de lin par exemple. Donc on voit qu'on se diversifie en termes de production agricole, mais on a besoin de garder ce qui fait le socle de l'industrie agroalimentaire bretonne, c'est-à-dire notamment le lait et l'élevage porcin, l'élevage avicole, l'élevage bovin, parce qu'il faut nourrir la France, il faut contribuer à améliorer le déficit à réduire le déficit de la balance commerciale française. Bon, et pour finir, on ne sait pas si on sera champion du monde de rugby, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est champion du monde du recyclage agricole. Mais ce qu'a dit monsieur le sénateur, c'est très important, c'est si jamais on produit plus en France, on va importer et du coup la balance carbone ne sera pas bonne du tout. Ah, c'est déjà le cas, enfin, on importe tout. La moitié de tout, on va dire. Donc, bon, il faut s'y améliorer. En tout cas, Delphine Gay, merci beaucoup. Christophe Grison, merci. Merci à vous. Et Michel Canevet, merci beaucoup d'être venu ici. Et puis, merci à vous.